Dans un hôpital, au Texas, des bébés meurent les uns après les autres. Je continuais de penser que son état allait s'améliorer. Ce qui, à l'origine, a des allures d'épidémie, peut en fait être une série de meurtres. Si je n'intervenais pas, cet enfant allait mourir. Il n'y a que la science médicale qui puisse réussir à identifier et à neutraliser l'agent incolore et inodore qui propage la mort. San Antonio, au Texas, en 1981. L'unité de soins intensifs de pédiatrie de l'hôpital du comté est à la fine pointe de la technologie. Ce service, de petite dimension, est réservé aux patients les plus jeunes et les plus malades. C'est là qu'on soigne les enfants les plus vulnérables du comté. Le petit Christopher Ojeda est de ceux-là. Ce bébé n'a que 15 mois, mais il a passé le plus clair de son temps en séjours répétés à l'hôpital, aux prises avec des infections, avec la pneumonie et l'hépatite. Son état est considéré comme instable, même si les médecins sont étonnés par la capacité de l'enfant à toujours s'en sortir. Quand il est né, c'était un bébé bleu. Il avait de nombreux problèmes. Son cœur et ses bronches étaient trop gros. Il avait un souffle au cœur, mais il avait survécu. Il avait une incroyable volonté de vivre. En mai, l'enfant est victime d'un arrêt cardiaque. Les parents de Christopher sont appelés à son chevet en fin de soirée. Ils vivent dans une petite ville ouvrière à 400 km de là. Quand on nous a appelés pour nous dire qu'il allait mal, mon mari s'est arrangé pour trouver une voiture et nous sommes venus à toute vitesse. Nous voulions être avec lui. Quelques mois plus tôt, les Ojeda ont choisi d'envoyer leur fils à l'hôpital du comté, croyant qu'il aurait de meilleures chances de s'en sortir dans ce centre à la fine pointe de la technologie. Ils sont épuisés. Ils ne comptent plus le nombre de fois où ils ont fait le trajet entre la maison et l'hôpital. J'essayais de me convaincre que son état s'améliorerait. Je priais tous les jours. Mais le petit garçon ne s'en remettra pas. Christopher Ojeda meurt le 21 mai 1981. Quand nous sommes arrivés, nous avions évidemment les mêmes ouates. On se disait qu'il s'en était peut-être sorti encore une fois. I got a phone call from Janine saying something was wrong with Christopher. Yes, let me get the doctor for you. I'll be right back. Leur inquiétude s'accroît encore quand ils entrent dans la chambre de leur fils au service pédiatrique. Il n'y avait aucune lumière dans la chambre. C'était le silence complet. Nous nous sommes rendus compte que tout était fini, qu'il nous avait quittés. Pour les médecins de garde, comme le docteur Lawrence Hodges, qui était alors interne en pédiatrie, ce décès était contrariant, mais pas inattendu. C'était un petit bébé très malade. Il avait de graves anomalies cardiaques, entre autres. Je comprenais tout ça, mais ça n'en restait pas moins difficile.
Voir un enfant mourir, c'est ce qu'il y a de pire. On s'attend tous à ce que les enfants vivent. Mais il faut alors se ressaisir, car il faut aller annoncer la nouvelle aux parents. On n'a qu'à les regarder dans les yeux pour qu'ils comprennent. Ils réagissent tout de suite. Ils espèrent encore, mais ils devinent bien ce qui arrive. Ça a été un choc pour moi. Je ne pouvais pas y croire. Je croyais encore que mon fils avait des chances de s'en sortir. J'espérais un miracle. L'infirmière Janine Jones est là quand les médecins disent aux parents qu'ils pourraient faire l'autopsie pour déterminer la cause exacte de la mort de leur enfant. Mais les Ojeda pensent qu'il a déjà assez souffert. J'ai refusé. Nous n'avons pas besoin de le couper encore une fois, ai-je dit. Pourquoi ferait-on ça? Laissez-le reposer en paix. Nous lui avons trouvé un petit ensemble bleu et lui avons mis des souliers pour qu'il soit prêt à entrer dans le royaume de Dieu. La mort de Christopher Ojeda porte un rude coup à l'équipe de soins pédiatriques. C'était difficile. Je crois qu'on ne s'y fait jamais tout à fait. Avec le temps, cela devient moins dur. On se fait peut-être une carapace plus épaisse, mais ça demeure très difficile à vivre. À San Antonio, le printemps fait bientôt place à l'été et la mort de Christopher Ojeda se fait peu à peu oublier. En août, de nouveaux patients comme Lisa Rivera requièrent toute l'attention de l'équipe de soins. La petite Lisa n'a que 3 semaines. Elle souffre de diarrhée chronique et de vomissements quand ses parents l'emmènent à l'hôpital. Au début, son état semble stable. Sa maladie est bénigne et les médecins sont persuadés qu'elle s'en remettra très vite. Même si nos connaissances médicales nous permettaient de prévoir certaines choses, de connaître les signes de l'évolution d'une maladie, tout à coup quelque chose se produisait de façon complètement inattendue qu'on ne pouvait pas expliquer. Elle se met à saigner là où on lui a fait des intraveineuses. Puis, la pression artérielle de l'enfant chute et son cœur s'arrête complètement de battre. Quand l'infirmière Janine Jones et les médecins s'aperçoivent que l'épinéphrine qu'on a administrée à l'enfant ne produit pas les résultats escomptés, ils ont recours à un défibrillateur. Le cœur du bébé ne résiste pas aux décharges électriques. Reset. Clear. And firing. Status. Nothing. Okay, one more time. Full charge. Okay. Defibrillator's charged. And firing. Anything? Nothing. Time of death. Lisa Rivera est le 8e bébé à mourir en seulement 3 mois. L'équipe, qui fait face à un taux de mortalité de plus en plus important depuis le décès de Christopher Ojeda, impute ce décès à la malchance. Les patients qui sont aux soins intensifs sont des patients très malades et parfois les décès surviennent par grappes. Dans un endroit comme ici où les patients sont si malades, il y a en général plus d'un décès par semaine en moyenne. Et parfois, après plusieurs décès d'affilée, on peut être des mois sans en avoir un seul. Les membres de l'équipe ont toutefois remarqué quelque chose d'étrange. De nombreux enfants en voie de rétablissement sont subitement retombés malades un jour plus tard. Après un certain temps, nous avons commencé à nous méfier. Cette situation m'affectait beaucoup et mon 6e sens me disait que la situation était anormale. Les victimes ont toute une chose en commun. La plupart d'entre elles voient leur cas s'aggraver après 15 heures. C'est à ce moment qu'une nouvelle équipe d'infirmières et de médecins prend le relais de l'équipe du matin. De fait, depuis la mort de Christopher Ojeda,
Presque tous les cas critiques de l'unité de soins pédiatriques ont eu lieu au cours du quart de travail de 15 h à 23 h. Kenneth Copeland était alors médecin traitant dans ce service. Je ne pense pas que je me rendais vraiment compte de l'ampleur du phénomène. Le directeur de l'unité pédiatrique de l'hôpital du comté m'a alors dit « Ouvre l'œil. Essayons de découvrir s'il s'agit de pure coïncidence ou s'il s'agit de quelque chose de plus grave. » C'était atroce parce que chaque fois qu'on recevait ces patients pour la soirée, on ne savait pas à quoi s'attendre. C'était comme si on craignait constamment d'être pris en embuscade. La situation est alarmante. Les médecins doivent maintenant tenter de découvrir ce qui rend les enfants si malades avant qu'il n'y ait d'autres victimes. À l'été de 1981, de nombreux enfants malades de l'hôpital du comté de San Antonio au Texas meurent de façon mystérieuse. Ils sont victimes d'attaques étranges et de saignements inexplicables. Le personnel, qui a l'habitude de ranimer 3 ou 4 jeunes patients par mois, a dû procéder à 9 réanimations cardio-respiratoires en août et 13 en septembre. À l'automne, le taux de mortalité a augmenté de 75 %. Il y avait davantage de décès ou de cas critiques aux soins intensifs que ce à quoi on aurait dû s'attendre. Même si on travaillait aux soins intensifs avec des cas graves, on ne réussissait pas à expliquer de façon satisfaisante ce haut taux de décès. Les médecins sont résolus à découvrir la cause de cette situation. Peu de choses peuvent causer des saignements chez un bébé, surtout s'il se portait bien et qu'il s'est mis à saigner sans raison apparente. Il n'y a qu'une explication médicale. Les saignements soudains peuvent être causés par une infection très rare connue sous le nom de coagulation intravasculaire disséminée, ou CIVD. Nous ne savons pas exactement ce qui cause la CIVD, mais nous sommes certains que c'est associé à l'apparition de caillots inexpliqués et d'hémorragie. Les patients atteints de CIVD peuvent être victimes d'hémorragie là où on leur a fait une injection, ou alors leur sang se coagulera sans raison, empêchant ainsi les médicaments de pénétrer dans leur organisme. Bien que cette affection soit grave, elle se traite aisément. Les médecins prescrivent fréquemment de l'héparin, un médicament qui élimine les caillots présents dans les tubulures pour les perfusions. L'héparin est un produit qu'on retrouve dans tous les services de soins intensifs. C'est un médicament fantastique quand on sait l'utiliser, car il empêche la coagulation quand on veut justement que le sang circule. Comme les tubulures des perfusions sont souvent bloquées par des caillots, les hôpitaux ont toujours d'importantes réserves d'héparin. Pour identifier la cause des hémorragies, on effectue une série d'analyses sanguines pour savoir si les patients sont atteints de CIVD. Après avoir effectué tous les tests appropriés, nous n'avons découvert aucun cas de CIVD. Sans diagnostic sûr, les médecins ne peuvent rien faire. Il serait imprudent d'administrer de l'héparin à des patients qui n'en ont pas besoin. À très petite dose, on s'en sert pour vider les cathéters. Et d'habitude, ça n'a pas d'effet négatif sur la santé des bébés. Cependant, à forte dose, l'héparin peut être fatal.
Le 15 octobre, on amène Roberto Sanchez à l'hôpital du comté. Il n'a que 3 mois. Roberto se remet de diarrhée, de déshydratation et d'un déséquilibre chimique. Au cours de ses 3 premiers jours à l'hôpital, les médecins sont appelés à son chevet à 2 reprises, chaque fois après 15 heures. Chaque fois, on découvre que l'enfant saigne là où il a reçu des piqûres ou aux endroits où il est sous perfusion. L'une des tubulures semble d'ailleurs bloquée. Have you tried giving a saline flush? Yes. How about a head flush? I'm getting ready to do that right now. Conformément à la procédure, l'infirmière Janine Jones se met à remplir une seringue des parrains. Janine was a... Janine était une femme aux opinions arrêtées, presque caustiques, mais c'était une infirmière très compétente. J'étais impressionné par son savoir-faire et ses habiletés techniques. Elle n'avait pas son pareil pour installer des perfusions sur de petits bébés. Mais le docteur Hodges l'arrête avant qu'elle ne libère les parrains dans la tubulure. Je me suis approché et je lui ai demandé « Êtes-vous sûr d'utiliser la bonne dose des parrains? Vous savez que quelques patients ont été victimes d'hémorragie dans le service. » Elle m'a répondu abruptement « J'en mets bien moins que vous. » Are you sure? I'm absolutely positive. Je lui en ai fait la preuve en lui montrant le calcul à faire pour déterminer la quantité. Je lui ai dit qu'elle n'avait besoin que d'une infime quantité de ce médicament pour un si petit bébé. J'ai ajouté « La dose que vous avez préparée est suffisante pour un bébé de 3 kilos. » Draw that back down to 1 cc. Put it in there. Son comportement était incompréhensible. Compte tenu de son expérience avec les parrains, elle aurait dû le savoir. On informe l'infirmière en chef de l'incident. Janine Jones est infirmière auxiliaire. Normalement, les unités de soins intensifs sont tenues par des infirmières, mais à San Antonio, les unités sont autant sous la responsabilité des infirmières auxiliaires que des infirmières. Il va sans dire que les infirmières ont beaucoup plus d'expérience et de scolarité que la plupart des infirmières auxiliaires. L'infirmière en chef prend la défense de Jones en disant qu'elle n'a fait qu'une simple erreur de calcul. Mais il ne s'agit pas d'un cas isolé. De fait, les médecins se sont aperçus que l'équipe d'infirmières de 15 à 23 heures fait de plus en plus d'erreurs. Tout d'abord, nous étions surpris, mais à la longue, on a fini par voir se dessiner des constantes. On se demandait ce qui se passait, si les infirmières avaient manqué d'entraînement. Nous avons tout examiné et discuté des médicaments qui pouvaient avoir engendré les problèmes chez les patients du service. Nous avons instauré des règles d'application très strictes pour la plupart des médicaments. Selon les nouvelles procédures, on doit réduire les quantités des parrains utilisés. De plus, les infirmières doivent absolument être 2 pour administrer le médicament afin d'éviter toute erreur. On dépend de ces infirmières. Ce sont elles qui surveillent les patients en notre absence. Les prescriptions que nous établissons pour les patients, ce sont elles qui voient à ce qu'elles soient appliquées. Nous dépendons assez étroitement d'elles. De plus, elles sont autant en contact, sinon plus que nous, avec les patients et leurs familles. Est-il possible qu'il y ait eu erreur dans la composition du médicament lors de sa fabrication? Pour le savoir, les techniciens du labo analysent le contenu de flacons qui n'ont pas encore été ouverts.
Le médicament est normal. On examine aussi les tubulures, les seringues et tout l'équipement qui sert aux perfusions pour en vérifier la sepsie. Tout est bien stérile. J'ai fini par en être très affecté. Nous devions absolument découvrir ce qui s'était passé parce que nous étions responsables de ces patients. Ce sentiment de responsabilité est très fort chez les médecins. Je me sentais personnellement touché par cette situation. Pour le docteur Hodges et ses collègues, il n'y a que deux scénarios possibles. Soit une maladie jusque-là inconnue a envahi l'unité de soins pédiatriques, soit le personnel a commis des erreurs. Ils devront trouver à tout prix des réponses pour éviter de nouveaux cas. À l'hôpital du comté de San Antonio, des patients meurent à un rythme inquiétant. De mai à octobre 1981, le service des soins intensifs de l'unité pédiatrique perd 18 patients. Tous, sauf un, sont morts au cours du quart de travail de 15h à 23h. J'étais devenu très méfiant, à un point tel que je n'allais plus me reposer dans les salles prévues à cet effet. Je dormais littéralement dans les locaux même de l'unité des soins intensifs. Je me disais que c'était la seule façon pour que rien ne m'échappe. Le 27 décembre, Pedro Madeira est amené d'urgence à l'hôpital. Ses parents vivent dans une région agricole très pauvre, à 1 heure au sud de San Antonio. À la clinique du village, on a diagnostiqué un rhume et renvoyé Pedro à la maison. Mais ses parents en ont décidé autrement. Ils se sont rendus en ville en voyant leur enfant lutter pour respirer. Le petit n'a qu'1 mois. Lors de son admission, on a diagnostiqué une pneumonie. On lui a prescrit des antibiotiques et on l'a mis sous assistance respiratoire. C'était un cas typique. La plupart des enfants répondent bien au traitement. Ils se rétablissent et rentrent chez eux 3 à 5 jours plus tard. Mais Pedro n'a pas cette chance. Après quelques jours, où il semblait pourtant se rétablir, il est soudainement victime d'une attaque. Le 29 décembre, après qu'on ait stabilisé son état, on le soumet à une scanographie du cerveau. L'examen ne révèle rien d'anormal qui puisse expliquer l'attaque dont l'enfant a été victime. Au cours des jours suivants, il a semblé aller beaucoup mieux. Puis, le 6 janvier, sans qu'on sache pourquoi, son état s'est détérioré, en raison notamment de saignements abondants. Comme pour les autres bébés, on fait analyser le sang de Pedro pour savoir s'il est atteint de la CIVD, la coagulopathie. Les résultats du labo sont négatifs. Les autres causes d'hémorragie chez un bébé normal sont très rares. Et la première sur la liste est l'héparin. On conserve de l'héparin en grande quantité dans tout le service. Il était possible qu'en vidant la tubulure, l'enfant ait reçu de l'héparin par accident. J'ai donc décidé de lui enlever cette tubulure reliée à son artère pour éviter que ça arrive de nouveau. Le 9 janvier, alors que l'enfant est sous les soins de Janine Jones, son état se détériore encore. J'ai trouvé l'enfant dans un état désastreux, pratiquement à l'agonie. Il était victime d'hémorragies comme la première fois, mais cette fois-ci, elles étaient beaucoup plus importantes.
Du sang s'échappait de tous les endroits où on l'avait piqué, de ses talons, où l'on avait prélevé du sang, et de toutes les muqueuses, comme celles des yeux, du nez, des oreilles et des parties génitales. Partout où se trouvaient des tissus plus fragiles. Si l'on ne fait rien pour endiguer l'hémorragie d'ici quelques minutes, Pedro va sûrement mourir. Sa tension artérielle chutait. Bien que le bébé reçoive tout ce dont il avait besoin par perfusion, nous étions en train de perdre la bataille. Il n'y a qu'une solution. Un seul médicament peut sauver le petit Pedro. La protamine est l'antidote de l'héparin. Quand on utilise de l'héparin, on garde toujours de la protamine à proximité, car ce produit neutralise complètement l'effet anticoagulant de l'héparin. Les médecins sont toutefois aux prises avec un dilemme. Ils ignorent si les saignements ont bel et bien été causés par l'héparin. Or, utilisée à mauvais escient, la protamine peut faire plus de mal que de bien. En petite quantité, la protamine présente peu de risques. Mais en grosse quantité, elle est très dangereuse. La protamine peut non seulement aggraver l'état de l'enfant, mais elle peut le tuer. Dans mon esprit, il ne faisait aucun doute que je risquais le tout pour le tout. Mais je n'avais pas le choix. Le médecin injecte au bébé toute une bouteille de protamine, soit 100 mg. Il ne s'est rien produit. J'étais terrorisé car j'étais persuadé d'avoir pris la mauvaise décision. J'ai alors demandé qu'on m'apporte une autre bouteille, même si je savais pertinemment qu'un bébé qui vient de subir une chirurgie à cœur ouvert ne nécessite pas même une bouteille complète. Le médecin injecte lentement le médicament dans le corps du bébé. 10 mg, puis 15, puis 20. Et là, bingo, l'hémorragie a cessé. J'ai souvent repensé à ce que j'avais fait ce jour-là et je me suis demandé si je le referais encore. Je ne sais réellement pas ce que je ferais. Je savais que cet enfant allait mourir si je ne faisais rien. Copeland sait aussi que tant que l'enfant se trouve dans cette unité, il est en danger. Il fait transférer le petit patient dans une aile pédiatrique située à un autre étage. Bien que je n'en étais pas sûr, j'avais l'intuition que quelqu'un de mal intentionné s'en prenait à ce bébé. Copeland demande un rapport hématologique complet. Ainsi qu'il le croyait, le sang de Pedro présente des anomalies. La quantité d'héparin dans son sang était 100 fois plus importante que ce que l'on donne à un bébé quand on l'opère à cœur ouvert. À l'évidence, il ne s'agit ni d'une mystérieuse maladie, ni d'un germe, ni d'une surdose accidentelle. C'est purement et simplement une tentative de meurtre. Le personnel de l'hôpital accepte difficilement de croire que l'un des leurs, qui travaille entre 15 et 23 heures, tue délibérément ses bébés. Quand on fait ses études de médecine, personne ne vous dit de surveiller l'équipe, car quelqu'un pourrait tenter de tuer les patients. Ce n'est pas le genre de choses à laquelle on pense. D'instinct, on se dit que personne ne ferait ça. Les administrateurs de l'hôpital font une enquête. Ils ne tardent pas à réaliser que l'héparin est l'arme parfaite, car il est pratiquement impossible de déceler ce médicament dans le corps.
Aux soins intensifs, il y a des fioles d'héparin dans presque toutes les pièces. C'est un produit qu'on utilise si couramment qu'on ne tient pas toujours le compte du nombre de fioles disponibles. Au cours de l'enquête, les esprits s'échauffent quelque peu. Les médecins blâment les infirmières. Puis, les infirmières rejettent le blâme sur les infirmières auxiliaires. La situation est devenue insoutenable. En tout cas, je n'avais jamais rien vécu de tel. Ça ne pouvait pas aller plus mal. Un mois plus tard, avec pour seul indice la surdose d'héparin du petit Pedro et rien d'autre sur la cause du décès des autres enfants, on ferme l'enquête. Impuissants, les administrateurs décident d'engager davantage d'infirmières et de muter les infirmières auxiliaires dans d'autres services. J'avais le sentiment que mes patients et les autres bébés seraient plus en sécurité aux soins intensifs. Et de fait, c'est ce qui s'est produit au cours des semaines qui ont suivi. De nombreux employés sont mécontents de la décision du comité. Le docteur Susan Wilder, par exemple, décide de quitter l'hôpital pour ouvrir sa propre clinique. D'autres, comme l'infirmière Janine Jones, démissionnent en guise de protestation. Cette infirmière auxiliaire se sent trahie par les administrateurs. Elle ne tarde pas à se trouver un emploi à la nouvelle clinique du Dr Wilder, à l'extérieur de la ville. En mars 1982, soit quelques mois plus tard, on constate que les décès inexpliqués ont cessé à l'hôpital de San Antonio. Les petits patients de l'hôpital du comté sont maintenant en sécurité. Suite à cette réorganisation, la fréquence des codes d'urgence a chuté drastiquement, de même que les décès. Mais une question demeure. Combien de temps cela durera-t-il? D'ici peu, d'autres enfants du Texas seront victimes de crises inexplicables et des médecins seront l'objet de rumeurs à l'effet qu'ils sont des meurtriers. Cinq mois après les morts inexpliquées de l'hôpital de San Antonio, le docteur Susan Wilder, qui vit maintenant dans une petite ville de la banlieue, ouvre une clinique pédiatrique ultramoderne. La nouvelle de l'ouverture de cette clinique fait rapidement le tour de la ville. Patty McClellan a hâte de rencontrer ce jeune médecin. Cameron, mon fils, avait alors 4 ans. Comme il avait de la fièvre et toussait beaucoup, nous l'avons emmené à la clinique. Patty a également emmené avec elle la petite Chelsea, âgée de 15 mois. Le docteur Wilder demande à l'infirmière Janine Jones de prendre Chelsea pour aller lui faire ses piqûres de rappel dans une autre pièce. Comme Wilder, Jones travaillait à l'hôpital du comté de San Antonio. Après n'avoir été seule avec l'enfant que quelques minutes, elle demande au docteur de venir la rejoindre. Je suis allée au fond du couloir et je les ai vus tenter de la réanimer. Elle ne respirait plus et elle était toute molle et pâle. Ce n'est pas la première fois que des ambulanciers sont appelés au bureau du jeune médecin. En seulement un mois, 6 enfants ont été victimes d'attaques pendant qu'ils étaient sous la responsabilité du Dr Wilder. J'exerce ce métier depuis assez longtemps, mais je n'ai jamais eu affaire à tant de cas semblables sur une aussi courte période de temps. J'ai trouvé ça bizarre. Les 5 enfants précédents se sont rétablis. Mais en sera-t-il de même pour la petite Chelsea? On la conduit d'urgence à l'hôpital Sid Peterson, à seulement quelques minutes de là.
C'était terrifiant. Comment cela avait-il pu se produire? J'étais bouleversée. C'était difficile pour moi de comprendre ce qui venait d'arriver car cela s'était fait si vite. Une fois l'état de Chelsea stabilisé, le Dr Wilder l'a fait transférer à l'hôpital du comté de San Antonio. Elle croit qu'on y sera mieux équipé pour s'occuper de ce cas inusité. Elle avait l'air fatiguée, mais ne semblait pas trop mal. Elle nous reconnaissait et babillait. Elle avait surtout l'air fatiguée. Les parents de la petite Chelsea suivent le Dr Wilder et l'ambulance dans une course contre la montre. Mais en route, Steve Brown a une drôle d'impression. Tout à coup, j'ai entendu du bruit en arrière et du mouvement. J'ai regardé dans mon rétroviseur et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Jones ne parvient pas à trouver le pouls du bébé. Le cœur de Chelsea ne bat plus et elle ne répond pas au massage cardiaque. Elle ne pourra jamais arriver à l'hôpital de San Antonio en vie. Elle doit être admise à une salle d'urgence le plus tôt possible. J'ai quasiment perdu la tête à ce moment-là. Ce n'était plus un simple malaise. Quelque chose allait vraiment très mal. En quelques minutes, l'ambulance arrive au petit hôpital de la ville de Comfort où des médecins attendent son arrivée. Janine Jones prend le contrôle de la situation. Elle hurle les ordres et se bat pour sauver la vie de la fillette. Petty et Reed McClellan ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Je savais qu'on l'avait perdue. Ils ont essayé de la sauver pendant assez longtemps, mais je savais déjà qu'on l'avait perdue. Chelsea Ann McClellan meurt le 17 septembre 1982. Ils m'ont dit que je pouvais la voir, et moi je me disais, je vais maintenant la ramener à la maison, tout va bien, elle dort. Mais ce n'était pas le cas. La nouvelle de la mort de Chelsea McClellan fait rapidement le tour de la communauté médicale. On demande au docteur Joseph Vinus, un chirurgien de l'hôpital Sid Peterson, de faire la lumière sur la situation. Comment expliquer qu'en seulement un mois, 6 patients aient été victimes d'arrêt respiratoire à la seule clinique du Dr Wilder? Avant ces événements, aucun médecin n'avait jamais eu d'arrêt respiratoire dans son cabinet. J'ai offert mon aide et j'ai alors connu le détail de cette affaire. Vinus appelle un de ses amis à l'hôpital de San Antonio pour obtenir des informations sur la nouvelle pédiatre de la ville, le Dr Susan Wilder. Il m'a fait remarquer que le Dr Wilder sautait un peu trop vite aux conclusions, mais que c'était probablement une question d'expérience. C'était un médecin compétent. J'ai ensuite demandé à mon ami s'il connaissait l'infirmière parce qu'on savait qu'elle venait aussi de l'hôpital de San Antonio. Dès que j'ai mentionné le nom de Janine Jones, il y a eu un long silence. Puis j'ai répété son nom. Il m'a répondu « Je ne prendrai pas de détour. Il semble que tu as une meurtrière sur les bras. » C'était ses propres mots. Lorsque Pedro a reçu la dose mortelle des parrains, elle était là. Lorsque l'état de Roberto Sanchez s'est inexplicablement détérioré, Janine Jones était là aussi. Quand Christopher Ojeda et Lisa Rivera, de même que plus d'une douzaine d'autres bébés, sont morts en 1981, Janine Jones était là pour chacun de ces cas. Pour une raison ou pour une autre, Janine Jones était toujours au cœur de la tempête. Pour Vinus et les responsables du petit hôpital où il pratique, si Janine Jones est une meurtrière, on doit l'arrêter. Mais d'abord, il faut découvrir l'arme du crime. Cette fois-ci, ce n'est pas les parrains, puisqu'aucun des patients du Dr Wilder n'a été victime d'hémorragie. Ces enfants se sont plutôt retrouvés dans un état de grande faiblesse, comme en léthargie et aux prises avec des défaillances respiratoires. Pour Vinus, qui est chirurgien de profession, ces symptômes sont semblables à ceux qu'on observe chez des patients en ORL, à qui on a administré un anesthésiant du nom de succinylcholine.
La succinylcholine est un agent paralysant utilisé par les anesthésistes pour relaxer les muscles des voies respiratoires. Si c'est bien le produit que Jones a utilisé, c'est l'arme du crime idéale. Car en plus d'être potentiellement mortel, il est pratiquement impossible à déceler. Le patient est éveillé, mais il est incapable de bouger ou de respirer. On le croit donc victime d'un arrêt respiratoire puisqu'il n'est plus capable de respirer. À l'autre bout de la ville, le docteur Susan Wilder a également des soupçons. Elle appelle la police d'État. Il y avait des perforations sur une des fioles. Elle m'a dit, j'ignore pourquoi il y a des trous dans cette fiole, puisqu'on ne l'utilise jamais. Je l'ai prise et je l'ai apportée à notre laboratoire, à Austin. On détermine le contenu chimique de la fiole par chromatographie. Nous avons alors découvert qu'elle ne contenait qu'une solution saline. Davis croit que quelqu'un a rempli la fiole d'eau salée après avoir utilisé la succinylcholine qu'elle contenait. La tension monte encore d'un cran quand, le 27 septembre, une autre patiente du Dr Wilder arrive à la salle des urgences. Elle est à peine consciente et éprouve des difficultés à respirer. Elle est déjà venue à l'hôpital auparavant, mais elle n'était pas couchée sur une civière comme aujourd'hui. Elle les poussait. Cette patiente n'est pas une enfant. C'est l'infirmière Janine Jones. Je suis allé à l'hôpital Sid Patterson et j'ai appris qu'elle avait fait une surdose et qu'elle tentait d'obtenir son congé de l'hôpital. Il lui avait fait un lavage d'estomac et devait l'autoriser à sortir. Jones a pris une surdose d'anxiolytiques après avoir perdu son emploi et appris qu'elle faisait l'objet d'une enquête. Mais en présence des policiers, elle semble reprendre confiance, devenant même insolente. Après l'avoir interrogée, je savais que nous devrions travailler dur pour trouver des preuves, parce qu'elle ne nous avouerait rien. Prouver la culpabilité de cette infirmière ne sera pas facile. Elle est très rusée. Peu de gens connaissent les effets anesthésiants de la succinylcholine et ont accès aux endroits où l'on garde ce médicament. Mais bien que l'anesthésiant n'apparaisse pas lors des analyses sanguines habituelles, les autorités du Texas refusent de baisser les bras. Nous savions qu'un certain docteur Olmsted, en Suède, avait élaboré une technique pour déceler ce médicament. La fillette était morte depuis environ 6 mois. Quand nous lui avons dit cela, il nous a répondu « Il n'y a qu'une façon de faire le test, c'est d'exhumer son corps. » Le 7 mai 1983, on exhume le corps de Chelsea McClellan. Le médecin légiste prélève des échantillons de tissu qu'il envoie en Suède pour analyse. Les enquêteurs tentent le tout pour le tout. Le test suédois est controversé et beaucoup de médecins américains doutent de sa validité. Mais les sceptiques s'inclinent quand ils apprennent que les résultats montrent la présence de succinylcholine. C'est la preuve que la petite Chelsea McClellan a bel et bien été assassinée. Ne pouvant plus se dissimuler derrière des situations d'urgence, Janine Jones est arrêtée le 25 mai 1983. Certains croient qu'elle était atteinte du syndrome de Munchausen par procuration. Les adultes atteints de cette maladie rare et peu connue s'en prennent aux enfants dont ils ont la charge pour obtenir l'attention et la sympathie des médecins et des personnes en position d'autorité. Nul ne saura jamais exactement ce qui la poussait à agir ainsi.
En 1984, on a trouvé Janine Jones coupable de meurtre et d'avoir causé des préjudices graves à un enfant. On l'a condamnée à 159 ans d'emprisonnement. Personne ne saura jamais combien de bébés ont été la proie de cette femme au dessein si malhonnête, de cette infirmière qui tuait ses jeunes patients pour attirer l'attention.